Il semblerait que la planète Kepler-62f soit une planète tellurique située dans la partie habitable de son étoile. Concrètement, cela signifie que cette planète se situe dans une région de l'espace où les conditions sont favorables à l'apparition de la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Kepler-62f et sa voisine Kepler-62e seraient, d'après une étude de modélisation du Centre d'astrophysique de Harvard, des planètes océans. En effet, l'eau à l'état liquide est une des conditions nécessaires à l'habitabilité d'une planète et au développement de la vie telle que nous la connaissons. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait de l'eau un élément essentiel à la vie? L'eau est-elle si particulière? Pour répondre à cette question, on va commencer par se demander ce qu'est l'eau et quelles sont ses particularités. Si on cherche H2O sur Google, on va tomber sur pas mal de photos de la série télévisée australienne pour ados. Et c'est pas franchement ce qui va nous intéresser ici. En revanche, on pourra également trouver une définition de Wikipédia. Je cite: l'eau est un corps chimique composé minéral des éléments oxygène et hydrogène de formule chimique H2O. Personnellement, cette définition ne me permet pas de comprendre de quoi l'on parle, particulièrement si je ne sais pas ce que c'est qu'un corps chimique. Et puis ça veut dire quoi, composé et minéral? Bon, pour l'oxygène et l'hydrogène, j'ai une vague idée de ce dont il s'agit. On va donc commencer par le début. Un corps chimique, c'est un échantillon de matière de composition chimique définie. En réalité et en langage compréhensible, un corps chimique, c'est de la matière, du palpable. Et on sait de quoi ce corps est composé. À ce propos, un composé, c'est un corps chimique composé d'au moins 2 atomes différents. On ne développera pas ce qu'est un atome dans cette vidéo. Par contre, si le sujet vous intéresse, je vous conseille les 2 vidéos d'y penser qui sont très bien, très complètes sur le sujet, mais également la seconde vidéo de cette chaîne. En bref, dans le cas de l'eau, H2O, on a 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. L'eau, c'est de la matière composée de 3 atomes, c'est donc ce que nous appelons une molécule, et voilà de quoi elle a l'air en représentation schématique. Et la dernière partie de la définition spécifie que c'est un corps minéral. Le fait que ce soit un composé minéral signifie que c'est un corps inorganique. L'eau est donc un composé non organique, un composé organique étant un composé comprenant des atomes de carbone, ou plus spécifiquement un composé comprenant des liaisons CH. Si on raccourcit grossièrement l'explication, cela veut simplement dire qu'il n'y a pas d'atome de carbone au sein de la molécule d'eau. En résumé, l'eau, c'est de la matière, comprenant un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Super, maintenant qu'on connaît la définition de l'eau, on va pouvoir s'intéresser à ses propriétés et au fait qu'elle soit considérée comme indispensable à la vie. Vous l'avez certainement remarqué, la molécule d'eau n'est pas linéaire ou plane. Dans les représentations schématiques, elle forme un coude. Et toutes les représentations de la molécule d'eau se font de cette manière, et ce n'est pas sans raison. Les atomes d'une même molécule sont liés entre eux par ce que l'on appelle une liaison covalente. La liaison covalente, c'est le partage de 2 électrons en provenance de 2 atomes distincts. Encore une fois, je ne développerai pas le sujet de l'électron ou de l'atome dans cette vidéo. Dans le cas de la molécule d'eau, cela signifie que les atomes d'hydrogène se lient à l'atome d'oxygène en partageant leurs électrons. C'est donc ce qui est représenté par ce trait liant l'atome d'oxygène à l'atome d'hydrogène. Cette liaison covalente, ou doublé liant, permet en quelque sorte d'attacher les atomes entre eux et de maintenir la structure de la molécule. En plus de ces doublés liants, l'atome d'oxygène a la particularité de posséder des liaisons non covalentes, ou doublés non liants. Un doublé non liant, c'est l'association de 2 électrons d'un même atome et qui ne sont pas partagés avec un autre atome. De l'égoïsme à l'état pur. Bon, ça fait beaucoup de choses, donc on va résumer. Les atomes d'hydrogène sont liés à l'atome d'oxygène de la molécule d'eau en partageant leurs électrons, ce qui crée des liaisons et maintient les atomes soudés au sein de la molécule. Ce sont les doublés liants. En plus de cela, l'atome d'oxygène possède 2 doublés d'électrons, mais qui eux ne sont pas partagés avec un autre atome. Ce sont les doublés non liants. C'est donc cet ensemble de particularités, le type d'atome et la présence de doublés liants et non liants, qui donnent sa géométrie à la molécule, cette forme de molécule coudée. Or, comprendre la forme de la molécule d'eau est essentiel pour comprendre les particularités de cette molécule, et notamment le fait que ce soit une molécule polaire. Pour expliquer la polarité de l'eau, on va parler un petit peu de l'électronégativité d'un atome. Personnellement, l'électronégativité, j'aime me le représenter comme un indice d'égoïsme d'un atome dans son partage d'électrons avec un autre atome. C'est-à-dire que dans un doublé liant, donc liant 2 atomes entre eux, vous avez suivi, l'un des 2 atomes a tendance à plus attirer les électrons de la liaison vers lui. Et en fait, c'est ce qui se passe entre les atomes d'oxygène et d'hydrogène de la molécule d'eau. L'oxygène est plus égoïste, plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Il attire donc plus les électrons de la liaison vers lui. Cependant, les électrons de cette liaison ne sont pas neutres, ils ont une charge, ils sont négatifs. Donc l'oxygène qui attire les électrons de la liaison vers lui se retrouve accablé d'une charge légèrement négative. A contrario, les hydrogènes de la molécule se retrouvent accablés d'une charge légèrement positive. Et donc de manière globale, en regardant la molécule d'eau, on va se retrouver avec un pôle négatif et un pôle positif. Un petit peu comme un aimant. Si la molécule possède des pôles, on dit donc qu'elle est polaire. Cet égoïsme flagrant de l'oxygène dans son partage des électrons et la polarité de la molécule d'eau mettent en scène un phénomène qui s'appelle la liaison hydrogène. La liaison hydrogène est une force attractive, une liaison entre 2 molécules différentes et impliquant un atome d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène de la molécule d'eau étant chargés positivement et l'atome d'oxygène négativement comme on vient de le voir, ceux-ci s'attirent.
Ainsi, lorsque deux molécules d'eau sont proches, les atomes d'hydrogène de l'une sont attirés par l'atome d'oxygène de l'autre, et vice-versa. C'est ce phénomène que l'on appelle la liaison hydrogène intermoléculaire. Cette liaison permet à l'eau liquide de maintenir une cohésion entre ces différentes molécules qui sont de cette manière liées de proche en proche. On dit que la liaison hydrogène est une force intermoléculaire. Cette force n'existe pas uniquement entre les molécules d'eau. Elle implique forcément un atome d'hydrogène, d'où son nom, et un autre atome. Dans le cas de l'eau, c'est l'oxygène, mais ça peut aussi être l'azote ou le fluor par exemple. Il y a plusieurs conséquences à la présence des liaisons hydrogènes. L'une des conséquences les plus incroyables et révolutionnaires étant celle-ci. Et oui, la glace flotte dans l'eau. Bon, j'ai menti, c'est pas franchement révolutionnaire, mais est-ce que vous mesurez bien ce qui vient de se passer? L'eau à l'état solide flotte dans l'eau à l'état liquide. Cela signifie que l'eau solide est moins dense que l'eau liquide, alors que pour tout autre corps pur, l'état le plus dense est l'état solide. Si le glaçon flotte, c'est parce que l'agencement des molécules d'eau à l'état solide nécessite un volume plus grand que l'agencement des molécules d'eau à l'état liquide. L'eau est plus compacte sous sa forme liquide que sous sa forme solide. C'est une conséquence directe des liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau. C'est pour cette raison que votre glaçon flotte dans votre verre d'eau, et c'est également pour cette raison que les icebergs et la banquise flottent sur l'eau. Imaginez un monde où l'eau solide est plus dense que l'eau liquide. Imaginez que les icebergs et la banquise coulent. La vie aquatique en serait grandement perturbée. Et c'est au contact de l'eau que la vie telle que nous la connaissons sur Terre se développe. Pensez aux lacs et aux mares gelées sur lesquels on peut faire du patin à glace en hiver. Sous la glace, l'eau liquide est très souvent toujours présente. Et la couche de glace fait écran entre la température de l'air extérieur et la température de l'eau. C'est ce qui permet la survie des espèces aquatiques, notamment dans les grands lacs à surface constamment gelée. Dans un monde sans liaison hydrogène, les glaciations successives auraient certainement anéanti la vie sur Terre. Alors ayons un peu de respect pour les liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes sont des liaisons bien plus faibles que les liaisons covalentes ou les doubles liants présents au sein de la molécule elle-même. À des températures proches de celles du corps humain, les liaisons hydrogènes se modifient, se brisent et se créent très facilement. Et c'est de cette flexibilité qu'ont besoin les molécules organiques pour circuler dans un milieu, se rencontrer et surtout réagir entre elles. On dit donc que l'eau est un solvant, un liquide permettant de diluer et de dissoudre d'autres substances sans modifier leurs propriétés chimiques et sans se modifier lui-même. Mais il y a une condition, l'eau sera un bon solvant pour les molécules polaires, c'est-à-dire avec les mêmes propriétés de dipôle que l'eau. Prenons l'huile par exemple. L'huile d'olive ou de tournesol que nous utilisons en cuisine sont des molécules hydrophobes qui n'ont pas les mêmes propriétés que l'eau et donc qui ne se mélangent pas avec l'eau. Plus tôt, nous avons parlé de la cohésion de l'eau. Cette cohésion est la conséquence des interactions, des liaisons hydrogènes, entre les molécules d'eau elles-mêmes comme nous l'avons déjà dit. Mais à l'interface entre l'eau liquide et l'air, la matière n'est pas localement, rigoureusement dans le même état. Ce nouvel état local a une énergie légèrement supérieure. Vulgairement, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a une augmentation d'énergie à la surface de l'eau, à son interface avec l'air. Cette énergie, cette tension, est appelée la tension superficielle. Et c'est tout particulièrement cette tension superficielle qui permet à certains insectes de marcher sur l'eau. On va refaire quelques expériences pour vous montrer concrètement ce qu'est la tension superficielle. Vous pouvez vous apercevoir que les liaisons hydrogènes sont partout et qu'on en fait l'expérience tous les jours. Maintenant, on sait que l'eau est un solvant et que ses propriétés de solvatation permettent d'accueillir les molécules biologiques pour qu'elles réagissent entre elles. On va se faire un petit inventaire non exhaustif des principaux liquides biologiques vitaux du corps humain ayant pour solvant l'eau. Le liquide cérébrospinal ou céphalorachidien de la boîte crânienne, le plasma sanguin dans nos vaisseaux sanguins et notre cœur, le liquide amniotique dans le sac amniotique où baigne l'embryon, la lymphe et le liquide interstitiel, le liquide synovial de nos articulations, le liquide pleural qui entoure nos poumons, le liquide péritonéal qui entoure nos intestins, le liquide péricardique qui entoure le cœur, la moelle osseuse de l'intérieur de nos os et bien d'autres encore. Le corps humain a une teneur en eau variant de 45 à 97% selon l'âge et le stade physiologique. Bref, on commence à comprendre que sans eau, il n'y a pas d'humain. De plus, toutes les cellules du vivant, et donc pas uniquement les cellules du corps humain, ont un contenu appelé le cytoplasme. Concrètement, cela désigne le liquide qui baigne à l'intérieur de la cellule et qui est composé à 80% d'eau. Pour finir cette vidéo, je voudrais vous parler rapidement et très brièvement de la photosynthèse. La photosynthèse est un processus, une réaction biologique qui permet aux algues, plantes et à certaines bactéries de produire de la matière organique à partir de 3 éléments. La lumière ou énergie lumineuse provenant en général du soleil, le CO2 ou dioxyde de carbone, on reparlera de cette molécule dans notre vidéo, et bien sûr l'eau, H2O, présente dans notre atmosphère sous forme de gaz. L'eau est un des éléments nécessaires à la production de la matière organique qui constitue les êtres vivants. On sent bien que l'eau est un des éléments indispensables au développement et au maintien de la vie telle que nous le connaissons sur Terre. Un grand merci d'avoir encouragé notre travail en regardant cette vidéo.
En toute fin de vidéo, vous trouverez des informations bonus en vrac sur l'eau, son utilisation et ses propriétés.